concept de construction. On ne peut éluder le fait que dans le principe de construction, dans la dissolution des matériaux et des moments en unité contrainte, un élément poli et harmonieux, celui de pure logicité, apparaisse de nouveau et devient idéologie. C'est pourquoi le principe de montage, avec une conséquence dont les degrés devraient être décrits par cette histoire esthétique qui n'existe pas encore, s'est converti en principe de construction. À l'époque actuelle, il est fatal que tout art soit contaminé par la fausseté de la totalité dominatrice. Néanmoins, la construction est la seule forme de moment rationnel aujourd'hui possible dans l'œuvre d'art. De la même manière qu'au début, à la Renaissance, l'émancipation de l'art à l'égard de l'hétéronomie cultuelle accompagna la découverte de la construction, alors appelée composition. La construction est dans la monade de l'œuvre d'art avec une toute-puissance limitée, le représentant de la logique et de la causalité transférée hors de la connaissance objective. La construction est la synthèse du divers aux dépens des moments qualitatifs qu'elle maîtrise. Elle est également synthèse du sujet qui croit s'anéantir en elle alors que c'est lui qui la réalise. La parenté de la construction avec les processus cognitifs, ou peut-être plutôt avec leur interprétation par la théorie de la connaissance, est tout aussi évidente que la différence, à savoir qu'aucun art ne porte par essence de jugement et que lorsqu'il le fait, il sort de son concept. La construction se distingue de la composition dans l'acception très large qui englobe la composition picturale par l'asservissement évident, non seulement de tout ce qui lui vient de l'extérieur, mais aussi de tous ces moments partiels immanents. Elle est dans cette mesure la domination subjective perpétrée qui, plus on la prolonge, se masque elle-même de plus en plus. Cette construction arrache les éléments du réel de leur contexte premier et elle les transforme en profondeur jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau être capables d'unité semblable à celle qui leur est imposée extérieurement de façon hétéronome et qui leur est tout autant imposée de l'intérieur. Grâce à la construction, l'art aspire désespérément à s'arracher de lui-même au sentiment du contingent, à sa situation nominaliste pour accéder au caractère envahissant de l'obligatoire, c'est-à-dire à l'universel. Il a besoin pour ce faire de la réduction des éléments qui menacent ensuite de lui faire perdre de sa puissance et de dégénérer dans le triomphe du non-existant. Le sujet abstrait et transcendantal, masqué selon la doctrine kantienne par le schématisme, devient sujet esthétique. Cependant, la construction restreint de façon critique la subjectivité esthétique, tout comme les tendances constructivistes. Par exemple, Mondrian constituait à l'origine l'antithèse des tendances expressionnistes, car pour que réussisse la synthèse opérée par la construction, elle doit, en dépit de toute aversion, être choisie parmi les éléments qui ne s'adaptent en soi jamais d'une manière pure et à ceux qui leur est imposé. Avec raison, la construction rejette l'organique comme source d'illusion. Le sujet, dans son universalité quasi logique, joue ici le rôle de fonctionnaire, alors que sa manifestation est neutre dans le résultat. C'est l'une des conceptions les plus profondes de l'esthétique hegelienne, d'avoir rendu compte de ce rapport authentiquement dialectique bien avant le constructivisme, et d'avoir recherché la réussite subjective de l'œuvre d'art là où le sujet disparaît dans celle-ci. Une telle disposition, et non une collusion avec la réalité, permet à l'œuvre d'art de dépasser la raison simplement subjective, si tant est qu'elle y parvienne. C'est l'utopie de la construction. Sa faillibilité réside dans le fait qu'elle tend nécessairement à anéantir ce qui fut intégré et à stopper le processus auquel seule elle doit l'existence. De nos jours, la perte de tension de l'art constructif n'est pas seulement le produit de la faiblesse subjective, mais provient de l'idée même de construction. La raison de ce fait réside dans sa relation à l'apparence. La construction aspire, sur la voie pratiquement infinie, qui ne souffre rien en dehors d'elle, à se transformer en réalité sui generis, de son genre, en empruntant précisément par la suite la pureté de ses principes aux formes fonctionnelles, techniques, externes. Mais dans la mesure où elle est désintéressée, elle reste prisonnière de l'art. L'œuvre, qui serait entièrement construite, strictement objective, et selon Adolphe Loros, l'ennemi juré de toute chose purement artisanale, se changerait, par le
fait de son imitation des formes fonctionnelles en quelque chose de purement décoratif. La finalité sans fin devient ironie, non plus jusqu'ici nous préserver de cela que l'introduction polémique du sujet dans la raison subjective, la supériorité de sa manifestation sur ce en quoi il désirerait se nier. Ce n'est qu'en résolvant cette contradiction, et non pas en l'aplanissant, que l'art peut encore espérer une quelconque survie. Technologie. La réduction à un art objectif ne s'est jamais satisfaite de moyens fonctionnels et empiéta sur les moyens autonomes. Elle se contente tout d'abord de désavouer l'art comme produit du travail humain, lequel toutefois refuse d'être un objet, une chose parmi les choses. L'art objectif est en premier lieu un oxymoron. Il s'épanouit cependant au cœur même de l'art contemporain. L'art est mu par le fait que son charme, élément de sa phase magique, est réfuté par le désenchantement du monde, en tant que présence sensible immédiate, tandis que ce moment ne peut pas être complètement éliminé. Il ne faut conserver de lui que son caractère mimétique, lequel possède sa vérité grâce à la critique de la rationalité érigée en absolu, qu'il exerce par son existence. Le charme même libéré de sa prétention à être réel est une parcelle d'Ofklarum, son apparence désenchante le monde désenchanté. C'est dans cette atmosphère dialectique qu'évolue de nos jours l'art. Le renoncement à l'exigence de vérité du moment magique qu'il a conservé englobe l'apparence esthétique et la vérité esthétique. Dans l'héritage de ce comportement de l'esprit, autrefois dirigé vers les essences, subsiste la chance de l'art de percevoir immédiatement cette essentialité dont l'interdiction équivaut au progrès de la connaissance rationnelle. Dans le monde désenchanté, sans qu'il veuille l'admettre, le fait de l'art, imitation du charme, est un scandale qui ne supporte pas. Si toutefois l'art jouait imperturbablement ce jeu, s'il acceptait d'être aveugle comme l'est le charme, il se réduirait alors à une illusion au regard de son exigence de vérité. Il serait sa propre victime. Au sein du monde désenchanté, même le terme art le plus extrême est dénué de toute promesse, exaltante à des résonances romantiques. La philosophie de l'histoire de l'esthétique hegélienne, dont l'art romantique constitue la phase finale, continue de se confirmer par l'art anti-romantique, alors qu'en fait seul celui-ci, par sa noirceur, peut dépasser le monde désenchanté et supprimer l'enchantement que celui-ci exerce par la toute-puissance de son apparition et par le caractère fétiche de la marchandise. En étant là, les œuvres postulent l'existence d'un non-étant et entrent par là même en conflit avec la non-existence réelle de celui-ci. Mais ce conflit ne peut être pensé à la manière dont se l'imaginent les fans du jazz. Ce qui, dans la pratique de leur sport, ne leur convient pas serait selon eux intempestif à cause de son incompatibilité avec le monde désenchanté. Car n'est vrai que ce qui ne s'adapte pas à ce monde, tout simplement parce que l'a priori du commencement artistique et le stade historique ne se correspondent plus lorsqu'on les harmonise différemment. Cette incompatibilité ne doit pas être supprimée par adaptation. La vérité consiste plutôt à la résoudre. Inversement, l'Entkunstung de l'art est immanente. Celle de l'art qui suit sa voie l'est tout autant que celle de l'art qui se prostitue conformément à la tendance technologique que n'arrête aucune exhortation à une prétendue intériorité pure et immédiate. Le concept de technique artistique est apparu tardivement. Il fait défaut même dans la période postérieure à la Révolution française, consciente d'elle-même en tant que domination esthétique de la nature. Mais la chose, elle, existe. La technique artistique n'est pas une adaptation confortable à une époque qui affiche sa technicité avec une ferveur naïve, comme si les forces productives décidaient immédiatement de sa structure, alors que les rapports de production maintiennent celle-ci sous le joug. Quand la technologie esthétique, comme ce fut fréquemment le cas dans les mouvements modernes, après la Seconde Guerre, tendent à scientifiser l'art en tant que tel, au lieu de lui fournir des innovations techniques, l'art se fourvoie. Les scientifiques, en particulier les physiciens, purent sans peine déceler des contresens chez des artistes qui se grisaient de terminologie scientifique. Ils purent également leur rappeler que la réalité des faits évoqués par ces termes ne correspondait pas à la terminologie de la physique qu'ils utilisaient dans leur méthodologie. La technicisation de l'art est tout autant provoquée par le sujet, c'est-à-dire par la conscience déçue et par la méfiance à l'égard de la magie en tant que voile, que
par l'objet, c'est-à-dire par la manière dont les œuvres d'art peuvent être soumises à une organisation obligatoire. La possibilité d'une telle organisation est devenue problématique avec le déclin des procédés techniques traditionnels qui furent en vigueur jusqu'à l'époque actuelle. Seule restait la technologie qui promettait d'organiser totalement l'œuvre d'art dans le sens de la relation fin-moyen que Kant avait identifié généralement avec l'esthétique. La technique ne surgit aucunement de l'extérieur en tant que bouche-trou, bien que l'histoire de l'art connaisse des périodes qui ressemblent aux révolutions techniques de la production matérielle. Avec la subjectivisation croissante des œuvres d'art, celles-ci furent de plus en plus disponibles dans les procédures traditionnelles. La technicisation adopte la disponibilité comme principe. Elle se légitime en s'appuyant sur le fait que les grandes œuvres d'art traditionnelles, qui depuis Palladio n'étaient liées que par intermittence à la connaissance des procédures techniques, acquirent cependant leur authenticité grâce aux critères de leur structure technique, jusqu'à ce que la technologie fasse éclater les procédures traditionnelles. C'est rétrospectivement qu'on doit rendre compte de la technique comme un constituant de l'art, même pour le passé d'une manière beaucoup plus aiguë que ne le concède l'idéologie culturelle qui décrit, comme elle le dit, l'époque technique de l'art en tant que postériorité et déclin de ce qui jadis était spontanément humain. On peut certes mettre en évidence, par exemple chez Bach, des lacunes entre la structure de sa musique et les moyens techniques autrefois disponibles pour son exécution pleinement adéquate. Cela est important pour la critique de l'historisme esthétique, mais de tels points de vue ne recouvrent pas l'ensemble du phénomène. L'expérience de Bach l'amena à une technique de composition hautement élaborée. Inversement, dans les œuvres qu'on peut appeler précisément archaïques, l'expression est amalgamée à une technique autant qu'à son absence ou à ce que celle-ci ne pouvait encore réaliser. Il est vain de décider parmi les effets produits par la peinture pré-perspectiviste, lesquels sont dus à la profondeur du thème exprimé ou à un reliquat d'insuffisance technique qui elle-même redevient toujours expression. Dans les œuvres archaïques, dont les possibilités ne sont généralement pas amples mais restreintes, il semble précisément y avoir autant de techniques, et pas plus qu'il en faut, pour leur réalisation. Cela leur confère cette autorité fallacieuse qui trompe sur l'aspect technique, condition de cette autorité. Devant de telles œuvres, disparaît la question de ce qui est voulu, de ce qu'on ne savait pas encore faire. En fait, au regard de ce qui est objectivé, elle conduit immanquablement à l'erreur. Toutefois, la capitulation possède également un moment d'obscurantisme. Le concept riegélien du vouloir de l'art, pour autant qu'il puisse servir à libérer l'expérience esthétique de normes abstraites, intemporelles, peut difficilement être maintenu. Une œuvre est peu et rarement déterminée par ce qu'on voulait qu'elle soit. La rigidité sauvage de l'Apollon étrusque de la Villa Giulia est un constituant du contenu, peu importe s'il est d'une manière implicite ou non. Néanmoins, on assiste à un changement de fonction de la technique qui se transforme au point névralgique. Elle établit et déploie complètement le primat du faire dans l'art, à la différence de ce qu'on se représente habituellement comme étant la réceptivité de la production. La technique peut devenir ennemie de l'art dans la mesure où l'art représente, sous des degrés fluctuants, le non faisable opprimé. Cependant, même dans le faisable, la technicisation de l'art ne s'épuise pas comme le désirerait la platitude du conservatisme culturel. La technicisation, prolongement du bras du sujet dominateur de la nature, ne libère pas les œuvres d'art de leur immédiateté de langage. La légalité technologique refoule la contingence du pur individu qui produit l'œuvre d'art. Ce processus, contre lequel se dresse le traditionnalisme, qui le considère comme un processus de perte d'âme, amène dans ses produits les plus hauts l'œuvre d'art au langage, au lieu que n'en résulte du psychologique ou de l'humain, selon le bavardage actuel. Ce qu'on appelle réification, lorsqu'elle est radicalisée, vise obscurément le langage des choses. Il s'approche virtuellement de l'idée de cette nature qu'extirpe le primat de ce qui, humainement, a du sens. L'art moderne, emphatique, s'arrache au domaine de la représentation de l'âme et passe à l'expression de ce qu'aucun langage ne peut signifier. Parmi les œuvres d'un passé récent, l'œuvre de Paul Klee en est pour cette raison sans doute le témoignage le plus significatif. Or, Klee était membre du Bauhaus, dont les intentions étaient technologiques. Dialectique du fonctionnalisme.
Si, comme le voulait Adolphe Lauss, et comme depuis les technocrates se plaisent à le répéter, on enseigne la beauté des objets techniques réels, on leur attribue précisément ce contre quoi se dresse l'objectivité comme une innervation esthétique. La beauté en plus, appréciée d'après les catégories confuses traditionnelles, telles l'harmonie formelle ou la grandeur imposante, s'établit aux dépens du fonctionnalisme réel, dans lequel les œuvres fonctionnelles, telles les ponts et les ouvrages industriels, acquièrent leur foi formelle. Dire que les œuvres fonctionnelles sont toujours belles grâce à leur fidélité à la loi formelle, c'est prendre leur défense comme si l'on voulait se consoler de ce qui leur manque. Mauvaise conscience de l'objectivité elle-même. En revanche, l'œuvre d'art autonome, fonctionnelle, uniquement en soi, cherche à atteindre par sa téléologie immanente ce que jadis on appelait beauté. Si en dépit de leur divergence, l'art fonctionnel et l'art non fonctionnel se partagent l'innervation d'objectivité, la beauté de l'œuvre technique autonome devient problématique, beauté à laquelle son modèle, l'œuvre fonctionnelle, renonce. La beauté de l'œuvre souffre de fonctionnalisme sans fonction, c'est parce qu'il lui manque le terminus ad quem extérieur, limite à laquelle que disparaît la finalité interne. Le fonctionnalisme, en tant qu'un pour autre chose, devient superflu, ornemental, en tant que fin en soi. Ce faisant, on sabote le moment même de fonctionnalité, on sape les fondements de la nécessité croissante qui se règle sur l'orientation des moments partiels. Cet équilibre de tension que l'œuvre d'art emprunte aux arts fonctionnels est profondément lésé. En tout cela se manifeste l'inadéquation entre l'œuvre structurée en soi entièrement d'une manière fonctionnelle et son absence de fonction. Cependant, aucun appel à l'immédiateté subjective ne peut contrarier la mimésis esthétique de la fonctionnalité. Un tel recours ne serait que masquer la manière dont le particulier et sa psychologie sont devenus idéologie face à la puissance prédominante de l'objectivité sociale. C'est grâce à cela que l'objectivité représente la conscience véridique. La critique de l'objectivité n'est pas le signe du remplacement de celle-ci par quelque chose d'humain, qui dégénérerait tout de suite en consolation, corrélatif de l'inhumanité réelle croissante. Toutefois, si l'on pousse aux limites les plus amères, l'objectivité retourne à la barbarie pré-artistique. L'allergie très fréquente en esthétique envers le toc, l'ornement, le superflu et tout ce qui s'approche du luxe a également l'aspect de barbarie. Cet aspect de malaise destructif dans la civilisation, selon la théorie de Freud. Les antinomies de l'objectivité sont les témoins de cette parcelle de la dialectique de l'Aufklärung dans laquelle progrès et régression ne font qu'un. La barbarie, c'est le littéral, totalement objectivé. L'œuvre d'art, en vertu de sa légalité rigoureuse, devient un simple fait et disparaît en tant qu'art. L'alternative qui apparaît dans la crise de l'objectivité est celle-ci, ou bien sortir de l'art, ou bien transformer son propre concept.